Et de nouveaux invités nous ont rejoints ce soir. D'abord Corinne Lepage qui soutient Emmanuel Macron, on le rappelle, la présidente de CAP21. Également Éric Coquerel, le porte-parole du parti de gauche. Et puis Olivier Dussopt, le porte-parole de Manuel Valls. Vous avez entendu Manuel Valls dire ce soir, en gros, ne votez pas pour Benoît Hamon parce que c'est la défaite assurée. Mais Emmanuel Rivière, juste à côté de vous, dit mais Manuel Valls aussi, c'est pratiquement la défaite assurée. Si l'on en croit les sondages, ce que semble faire Manuel Valls. Ce n'est pas la même ligne. Emmanuel Valls défend dans cette campagne des propositions social-démocrates au cœur du Parti socialiste et va mettre à profit cette deuxième semaine d'entre-deux tours pour souligner un certain nombre de sujets sur lesquels il y a des désaccords. Et les ralliements sont ce qu'ils sont ce soir. J'ai aussi entendu Arnaud Montebourg, mais nous savons aussi que ça n'est pas arithmétique. Sur le sujet du revenu universel, par exemple, beaucoup de convergences existent entre celles et ceux qui ont voté pour Manuel Valls. Mais la défaite pour assurée, Arnaud Montebourg ou Vincent Payon. Rien n'est écrit. Et d'ailleurs, la défaite serait plus assurée pour Benoît Hamon pour Manuel Valls. Rien n'est écrit dans cette présidentielle. Depuis le début, donc, y compris la victoire de Benoît Hamon. Depuis le début de cette présidentielle, avec la primaire des Verts, avec la primaire de la droite, aujourd'hui avec notre primaire, les pronostics sont déjoués. Donc rien n'est écrit et nous allons mettre à profit cette semaine d'entre-deux tours pour faire valoir nos sujets, faire valoir aussi les désaccords que nous pouvons avoir avec le programme de Benoît Hamon et permettre à celles et ceux qui viendront voter, et j'espère qu'ils seront plus nombreux qu'au premier tour, de pouvoir le faire en toute conscience et éclairés dans leur choix. Éric Coquerel, pour Jean-Luc Mélenchon. On entendait tout à l'heure Gérard Filoche, donc, qui était derrière Arnaud Montebourg, rejoindre Benoît Hamon et nous dire que cette gauche-là s'unirait, que Montebourg, Hamon irait chercher Jean-Luc Mélenchon, qui les rejoindrait. C'est inenvisageable ce soir Mais au nom de quelle légitimité ? De la légitimité de 2 millions de votants pour ce soir. Vous annoncez 2 millions de votants. Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est de la part du responsable du comité, je ne me souviens plus le nom, enfin du comité qui suit la primaire, c'est entre 1,5 million et 2 millions. Thomas Clay. Voilà. À 17h, il y avait, en extrapolant, il y avait 70% de bureaux de vote. Ils annonçaient 1 million. On est autour d'1,9 million. Si vous extrapolez, c'était 1,3 million. Je ne vois pas très bien comment en 2 heures, on va avoir pris 700 000 votants. Donc, on verra demain matin. Là, il y a beaucoup de communication. Vous verrez qu'on sera plus près d'1,6 million que de 2 millions. Donc, ça, et donc, c'est un flop. C'est plus de 30% de moins que la dernière primaire. D'accord ? Le Parti socialiste était parti sur l'idée, on fait une primaire de la gauche. Bon, déjà, tout le monde a vu que c'était une primaire du Parti socialiste et de quelques affiliés. Et maintenant, ça devient un scrutin interne au Parti socialiste sur ce qui lui reste de cœur d'électorat. Donc, n'allons pas plus loin. Ça ne donne pas une légitimité. Il pensait l'avoir. Il n'a pas la légitimité qui lui permettrait tout d'un coup de redevenir le parti qui prétend, j'allais dire, rassembler le vote utile simplement parce qu'il est Parti socialiste. Ben non, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et j'allais dire, j'ai entendu M. Valls... M. Valls a raison vis-à-vis de M. Hamon sur le fait que M. Hamon ne peut pas accéder au deuxième tour des élections, mais c'est exact aussi pour lui-même. Ce qui se joue en réalité, c'est lequel des deux prendra ce qu'il restera du Parti socialiste. Et ça ne fait pas quelqu'un qui peut empêcher l'extrême droite et les libéraux d'être au deuxième tour. Donc c'est pour ça que nous, on parle de désistement pour Jean-Luc Mélenchon. Corinne Lepage, est-ce que ce résultat ce soir de Benoît Hamon, ça n'est pas la meilleure nouvelle possible pour Emmanuel Macron ? Parce qu'en cas de victoire de Benoît Hamon dimanche, un espace colossal au centre se libère forcément. Oui, mais je dirais qu'il faut voir les choses en termes de dynamique. Ce qu'on note ce soir, c'est en fait un partage en 3 tiers, pas tout à fait égaux, mais quand même 3 tiers au sein du Parti socialiste. Un pour Manuel Valls, un pour, j'aurais dû commencer par Benoît Hamon, et un pour plus petit, mais enfin quand même très important par rapport aux autres, pour Arnaud Montebourg. Ça veut donc dire que, et là je suis un peu sur la même logique que ce qui vient d'être dit, la dynamique qui était espérée de cette primaire, c'est-à-dire avoir un vrai leader qui sortait, comme ça a été le cas pour François Fillon, pour la primaire de la droite, ensuite ça marche ou ça marche pas, ça c'est une autre paire de manches, mais que la primaire permette de créer cette dynamique, là on l'a pas parce que d'abord... Une dynamique très forte pour Benoît Hamon au contraire. Non, pas vraiment, parce que vous avez 3 tiers. Il y a 4 points entre Benoît Hamon et Manuel Valls. On verra bien au deuxième tour de la primaire ce que ça donne. Il y a encore 2 mois, très peu d'électeurs connaissaient Benoît Hamon, et ce soir, il l'emporte assez nettement. Oui, c'est vrai. C'est quand même ce qu'on peut appeler une dynamique. Il a une dynamique, mais s'il y a une dynamique de Benoît Hamon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas pour autant une dynamique de la primaire. Parce que pour qu'il y ait une dynamique de la primaire, il faudrait qu'il y ait effectivement une fusion autour d'un programme. Or là, très franchement, dire qu'il va y avoir une fusion de tous les candidats qu'on a entendus autour du programme de M. Benoît Hamon, je demande à voir. On voit bien que c'est pas comme ça que ça se fait. Et donc effectivement, cette dynamique-là, elle n'y est pas. Et ça s'explique très bien, parce que cette primaire, elle était en fait faite pourquoi au départ ? Pour François Hollande.
Et c'est pas ce qui s'est passé ensuite. Mais voilà, donc je crois que ceci explique un peu cela. Donc on est en politique, on est dans des affaires de dynamique. Et là, je pense que même si il faut voir qu'il y a près de 1,5 million ou 1,7 million ou 1,8 million de gens qui se sont déplacés, ce qui est beaucoup et il faut le reconnaître. Pour autant, c'est pas les 2 millions qu'espérait le Parti socialiste. Emmanuel, est-ce qu'on peut y voir très clair ce soir sur les dynamiques, justement? On parle de dynamique depuis tout à l'heure, dynamique Hamon, dynamique Valls ou pas d'ailleurs, et dynamique Macron. Qui a une réelle dynamique? Avant cette campagne de la primaire de la gauche, les dynamiques, elles étaient du côté de François Fillon du fait de sa victoire, et puis elles étaient également du côté d'Emmanuel Macron et du côté de Jean-Luc Mélenchon. Mais la dynamique Mélenchon a été enclenchée depuis tout un moment déjà. Maintenant, il faut quand même avoir en permanence à l'esprit qu'on est dans une France et dans un électorat extrêmement instable, qui se cherche des solutions, qui est très en colère, ou en tout cas un peu désabusé par rapport à l'offre politique telle qu'elle est organisée, et rien n'est établi, on est dans une espèce de tectonique des plaques. Donc, il se peut que le résultat de cette primaire, parce qu'il y aura un second tour, qu'il va être suivi, qu'il y aura une victoire et un vainqueur, fasse quand même bouger les lignes et d'une manière qui peut avoir une influence à la fois sur la position dans les enquêtes qui resteront instables entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Une primaire qui s'est déroulée en tout cas dans de bonnes conditions du côté des organisateurs. On s'en est évidemment félicité. Frédéric Delpech est avec l'un d'entre eux, Christophe Borgel. Frédéric. Christophe Borgel avec nous en direct de la rue de Solferino. Alors, un deuxième tour Hamon-Valls, Christophe Borgel. Est-ce que ce sont ces deux gauches irréconciliables qui vont s'affronter au deuxième tour? On a montré dans ce premier tour, et les débats l'ont montré, qu'on pouvait à gauche débattre, y compris avec des différences, sans invectiver. Qu'on pouvait à gauche débattre avec la volonté, à l'issue de ce débat et de cette primaire, de se rassembler. Et donc, on a des projets différents, on a des personnalités différentes, et c'est bien le sens de la primaire. Mais à la fin, il y a le rassemblement. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le pari est rempli aujourd'hui? Vous considérez qu'avec cette participation du premier tour, vous avez atteint vos objectifs? Oui, si nous avons la confirmation en fin de soirée, et je crois que ce sera le cas, que la participation est bien dans la fourchette que j'avais fixée entre 1 million et 2 millions, 1,5 million et 2 millions de votants, oui, je pense que notre pari aura été une réussite dans un paysage où on a bien constaté que tout le monde disait que cette primaire n'intéresserait personne, qu'on n'aurait personne dans les bureaux de vote. Et on a une participation qui est solide dans l'épure de ce que j'annonce depuis maintenant des semaines. Ce n'était pas un pré-congrès du Parti socialiste, ce premier tour de la primaire? Écoutez, si le Parti socialiste avait entre 1,5 million et 2 millions d'adhérents, ça se saurait. Je crois que cette primaire a amené dans les bureaux de vote des centaines de milliers, des millions d'électeurs de gauche, d'hommes et de femmes qui croient dans un chemin progressiste, et d'hommes et de femmes qui disent à l'ensemble de la gauche, dans la présidentielle, il faut se rassembler. Merci Christophe Borgel avec nous depuis le siège du Parti socialiste. Merci beaucoup Frédéric. Olivier Dussopt, au cas où Benoît Hamon l'emporterait dimanche soir, est-ce que vous voterez pour lui à la présidentielle ou est-ce que vous vous poserez la question de voter pour Emmanuel Macron? C'est la règle de la primaire. Ça n'est pas forcément évident pour la plupart des C'est la soutiens règle de d'Emmanuel la Macron. primaire. Christophe Carrèche était ici il y a une heure et il ne répondait pas à cette question. Chacun est libre de son propos. Moi, je rappelle que c'est la règle de la primaire. Pas d'ambiguïté pour vous. Mais avant tout, on va gagner le second tour. On va gagner le second tour. Emmanuel Valls fait campagne pour gagner le second tour et pour être désigné candidat. Parce que je crois effectivement, et ça fait écho à votre question et aux interrogations que certains peuvent avoir ou même nourrir. Je crois effectivement que c'est le candidat qui est le plus à même de rassembler la gauche de gouvernement, de rassembler les sociodémocrates et de ceux qui veulent que la gauche puisse gouverner dans la durée. Et donc nous allons nous battre toute cette semaine-là pour faire en sorte qu'Emmanuel Valls soit vainqueur du second tour de la primaire. Éric Coquerel, pour Jean-Luc Mélenchon, si Benoît Hamon remporte cette primaire, aussi légitime qu'elle soit, si on vous écoute, est-ce que vous chercherez à ce qu'il vous rejoigne? Si c'est Manuel Valls, bien évidemment, on a compris que c'est deux lignes politiques très différentes entre Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon, il est davantage sur votre ligne quand même. Écoutez, j'en sais rien. Monsieur Manuel Valls, ça c'est clair. Mais Monsieur Hamon, je remarque deux choses. Monsieur Montebourg avait dit explicitement au premier tour, je vous le rappelle, qu'en cas de victoire, il appellerait Jean-Luc Mélenchon pour proposer une alliance. À ma connaissance, je n'ai pas entendu Monsieur Hamon proférer le même son de cloche. Et puis on a aussi un autre problème. Vu la réponse de Jean-Luc Mélenchon, il n'était peut-être pas très motivé pour le faire.
écoutez, M. Montebourg il n'y avait pas de réponse différente et il l'a fait. Bon. Et puis il y a une autre chose qui nous tracasse, c'est que on voit bien, ça c'est clair, on voit bien qu'il y a non seulement il y a eu peu d'électeurs, peu de votants, mais qu'en plus de ça, il y a deux lignes qui continuent à se partager, qui à l'intérieur des gens qui se sont votés, entre ceux qui adhèrent à la politique qui a été faite depuis quelques années, dont l'espace quelque part est occupé par M. Macron, et ceux qui la contestent, dont l'espace est occupé aujourd'hui, on le voit, et ça se confirme à travers ce peu de votants de cette primaire par M. Mélenchon. Mais du côté de M. Hamon, on a deux problèmes, j'allais dire, structurels. C'est la question du revenu universel d'existence, non pas pour les mêmes raisons de critique de M. Valls, mais simplement parce que c'est une vision très libérale du revenu d'existence. Ça part de l'idée qu'il n'y aurait plus assez de travail, qu'on ne peut pas partager le travail, qu'il y a donc un taux incompressible de gens qui ne peuvent pas aller travailler, et que donc on crée une espèce de RSA amélioré qui pourrait être aussi bien versé à Mme Bettencourt. Bon, tout ça, c'est une vision très libérale. Et la deuxième chose sur l'Europe. Monsieur Hamon, Monsieur Valls aussi, mais Monsieur Hamon défend finalement cette idée social-démocrate dont le Parti socialiste a pâti, ce qui explique aujourd'hui son échec depuis 30 ans, comme tous les partis socialistes européens, comme quoi la seule façon de changer la politique en France serait de changer l'Europe. Bah oui, mais si on n'arrive pas à changer l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est des points très différents. Donc je ne sais pas ce que fera Monsieur Hamon. Je préfère nous continuer notre campagne, parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup plus de votants au deuxième tour. Vous verrez, prenons les paris. On nous annonçait beaucoup de votants. J'entends Monsieur Borgel. Monsieur Borgel, il y aurait eu 1 300 000, il aurait dit que c'était réussi, 1,7 million, c'est réussi, ça aurait été toujours réussi, le scénario était prévu en termes de communication. Non, vous avez dit 1,5 million minimum ce matin. Oui, et ben 1,3 million, c'était en oui, dessous, c'était ce pas matin, réussi. ce matin. Enfin, je vous rappelle que ce n'était pas les déclarations de M. Cambadélis il y a quelques semaines. M. Cambadélis, c'était autour de 2 millions. D'accord. Donc on voit bien que ça a descendu au fur et à mesure qu'il a constaté lui-même ce que nous on voyait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'adhésion. Voilà, c'est quand même plus de 2 fois moins que le vote de la primaire républicain. Donc le Parti socialiste est renvoyé aujourd'hui à son affaiblissement, que je crois profond. Bon, donc moi je crois que toute la question qui va être posée réellement, c'est à quoi ils servent maintenant. M. Hollande a conclu là-dessus, il s'est retiré. À quoi serviront M. Valls s'il gagne? On voit bien que son espace est occupé pour le deuxième tour par quelqu'un qui est à la fois libéral et qui valide quelque part la politique qu'il a fait au gouvernement, c'est M. Macron. Et à quoi servira M. Hamon? En tout cas, clairement pas aller au deuxième tour. Donc je crois que pour la première fois peut-être, le Parti socialiste est dans une situation où ce n'est plus le vote utile, c'est fini. Il a longtemps eu une rente de situation là-dessus. Et ben, il faut en tirer les conclusions et essayer de savoir comment être le plus efficace par rapport aux candidats qui sont présents. Et M. Mélenchon est vraiment le seul qui peut éviter un deuxième tour entre l'extrême droite et les libéraux. Corinne Lepage pour Emmanuel Macron. Manuel Valls, ce serait beaucoup plus gênant pour vous parce que vous vous retrouveriez un peu sur le même terreau électoral quand même. Pourriez-vous vampiriser Valls et Macron? Oui, enfin, la campagne permettra d'établir les différences parce qu'il y en a de sérieuses quand même entre le programme d'Emmanuel Macron et le programme de Manuel Valls. Et d'autant plus que si Manuel Valls est choisi, eh bien, il faudra bien qu'il représente l'ensemble du Parti socialiste, de tous ceux qui ont concouru dans cette primaire. Et par voie de conséquence, obligatoirement, d'aller beaucoup plus vers la gauche. Et de laisser une place au centre et de à laisser Emmanuel Macron. beaucoup plus une place au centre. Mais tout ça, pour l'instant, on fait des plans sur la comète, parce qu'il faudra voir effectivement ce que donnera la primaire de la semaine prochaine. C'est vrai qu'évidemment, on n'a pas de boule de cristal, Emmanuel Rivière. Cela dit, on peut dire ce soir, Manuel Valls n'est pas du tout le favori. On peut le présenter comme ça, à minima. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, Manuel Valls est confronté à une majorité qui est une majorité qui correspond à des candidats qui contestaient la politique qu'il a conduite. Ce n'est pas facile de porter ce bilan. C'est bien que la plupart des électeurs de gauche contestent ce bilan. Et Manuel Valls, il est confronté effectivement à une menace qui est à l'extérieur de cette primaire. Lorsqu'on interroge aujourd'hui les Français sur l'image qu'ils ont des personnalités politiques, chez les sympathisants socialistes, Emmanuel Macron fait autant que Manuel Valls. Ce noyau dur qui était censé soutenir Manuel Valls. Donc, de se confondre d'une certaine façon. Oui, et là où Emmanuel Macron a effectivement damé le pion à Manuel Valls, c'est que dans sa trajectoire de sortie, il a incarné cette espèce de forme de nouveauté, de capacité à penser hors du cadre que Manuel Valls incarnait parfaitement au début du quinquennat aux yeux de beaucoup d'électeurs, et puis une forme de modernité économique, une lecture très orthodoxe. Et dans cette campagne, et je rejoins ce qu'a dit à plusieurs reprises Natacha Polony sur votre plateau, il y a un enjeu qui est l'enjeu du positionnement de la France dans l'Europe par rapport au monde, et un enjeu très fort d'être très clair par rapport à ça. Parce que de manière plus ou moins claire, les Français savent très bien que les enjeux de mondialisation, de délocalisation, de
survie de notre système de protection sociale. Les enjeux d'immigration et évidemment d'identité se jouent dans notre rapport au monde et dans notre rapport à cet espace qui est notre interface avec le monde, qui est l'Europe. Et là-dessus, les gens qui sont clairs, c'est Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et il faut sans doute que le candidat qui sortira de cette primaire clarifie aussi fortement sa position par rapport à ça. Manuel Valls, il a quand même échoué à se réconcilier avec une gauche qui a été déboussolée par 5 ans de hollandisme. Ce soir, il n'a pas réussi à se réconcilier avec cette Je ne gauche. crois pas. Depuis le début de cette primaire, nous avons dit, Manuel Valls a dit qu'il l'abordait en challenger. Et personne ne le croyait d'ailleurs. Parfois même, certains d'entre vous en riaient. Il est challenger. Et donc oui, le deuxième tour sera un deuxième tour qui sera compliqué. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour le gagner et tout faire pour pouvoir créer cette dynamique autour de lui. Parce que je le répète, c'est autour de lui qu'on peut rassembler l'ensemble de la gauche du gouvernement. J'ai... au hasard des plateaux d'ailleurs, je me suis presque fait une spécialité d'échanger avec des représentants de candidats de gauche ou du centre, on va dire, qui ne participent pas à la primaire. Et donc à chaque fois, j'ai eu l'occasion de voir que si on souhaite que la gauche de gouvernement, celle que Manuel Valls représente aujourd'hui, puisse avoir l'espoir et continuer à avoir l'espoir d'être au second tour de l'élection présidentielle et surtout de continuer à gouverner, c'est autour de lui que ça peut se faire. Comment il peut rassembler la gauche alors qu'il n'a fait que la diviser depuis 3 ans? Je ne suis pas sûr que Manuel Valls soit le seul comptable des divisions de la gauche. Pas du tout sûr même. Je pense qu'il a dû affronter aussi un certain nombre de crises, qu'il a dû faire face, et qu'un certain nombre de députés, d'un certain nombre de responsables politiques de gauche ont aussi joué le jeu de la division. Et parfois avec des arrière-pensées pour 2022 ou des arrière-pensées qui ressemblent plus à un congrès qu'à une investiture présidentielle. Donc aujourd'hui, Manuel Valls est le seul. Dans ce deuxième tour, c'était déjà le cas dans le premier, qui ait suffisamment d'expérience, suffisamment de qualité pour être un homme d'État et qui va aller devant les Français avec un programme et vraiment tout faire pour rassembler une majorité sur son nom au deuxième tour. Corinne Lepage, est-ce que vous pensez que la fracture qui est en train de se profiler quand même au Parti socialiste, on le voit bien en fonction des résultats de la semaine prochaine, permettra au mouvement En Marche, même si Emmanuel Macron n'est pas élu président, de se pérenniser et d'avoir ses 577 candidats et de s'installer à la place du PS? Moi, j'espère bien que Emmanuel Macron sera au deuxième tour et s'il est au deuxième tour de la présidentielle, il gagnera. Ce qui est intéressant dans le mouvement En Marche, et je le dis d'autant plus que moi, j'étais pas... Vous êtes une ralliée récente. Voilà, même si les discussions ont duré un bon moment. Et qu'elle continue, puisqu'il ne vous a toujours pas dit ce qu'il pensait faire sur le nucléaire. Voilà, vous l'avez dit il y a quelques jours. Oui, on est toujours en discussion. Ça fait un gros point de doute quand même sur on est toujours en relation. discussion là-dessus. Mais les choses cheminent bien. Ce qui me paraît intéressant, c'est que cette espèce de ras-le-bol qu'ont les Français vis-à-vis des partis politiques offre précisément une manière de faire autrement. Et c'est ça qui intéresse dans En Marche. Et quand vous faites Monsieur Rivière, vous le savez mieux que moi, mais dans tous les sondages d'opinion, la distinction d'abord droite-gauche, je vais faire bouillir mon voisin de droite, mais je vais le dire quand même, la distinction droite-gauche est quelque chose qui est de plus en plus incompris des gens, et la manière dont fonctionnent les appareils politiques est franchement insupportable. Et donc je crois que la force précisément d'Emmanuel Macron, c'est de créer cette dynamique. Alors je n'emploierai pas le mot de rassemblement parce que tout le monde l'emploie tellement que ça ne veut plus dire grand-chose, mais disons de permettre à des gens qui portent des idées qui peuvent être distinctes, mais de partager le même projet. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir travailler autour de la table avec des gens qui ont des histoires politiques extrêmement différentes, mais qui ont le même projet. Éric Coquerel qui bouillit tellement qu'il a de la fumée qui sort des naseaux. Non, pas du tout. Non, je pense que... Non, vous avez raison. On le sait pour une bonne raison. C'est qu'on nous a dit pendant des mois et des mois et des années, c'est un gouvernement de gauche qui gouverne. Il y a une politique de droite. Comment voulez-vous que les gens comprennent encore quelque chose ? Voilà, donc ça ne m'étonne pas qu'effectivement les gens aient du mal une grosse partie de l'électorat ait du mal à se retrouver sur la question du clivage gauche-droite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une victoire de Benoît Hamon risque de faire mal à Jean-Luc Mélenchon parce qu'elle lui prendra des électeurs potentiels ? Et ça, c'est clair que quel que soit le vainqueur de la primaire la semaine prochaine, que ce soit M. Valls ou M. Macron, ils peuvent avoir un effet de nuisance. Voilà, le Parti socialiste est réduit à avoir un effet de nuisance. Donc mais ils peuvent prendre des voix. Sur vous. Ils peuvent prendre des voix, certainement, peut-être à M. Macron, et prendre des voix à M. Mélenchon. Voilà, mon candidat. Mais un effet de nuisance, en quoi c'est quelque chose de positif ? C'est pour ça que moi, je m'adresse à eux. Et je m'adresse surtout aussi aux gens qui ont été votés. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Certains de ces électeurs disent on ne veut pas recommencer ce qui vient de se passer pendant 5 ans,
On veut une politique qui rompe avec la politique de l'offre, qui soit pour la 6e République, que n'est pas monsieur... vous remarquerez que le monsieur soi-disant anti-système, qui est monsieur Macron, évidemment, n'est pas pour la 6e République. Il se contente de reprendre d'une espèce d'entourloupe anti-système en tapant sur les partis. Mais en réalité, sur le fond de la question, il est pour continuer tranquillement ce qui a été fait pendant des années, la 5e République, un programme libéral, etc. Donc, la question qui va se poser pour la semaine prochaine, et je crois dès lors qu'on va passer au vrai débat, au suffrage universel, enfin, je dirais, qu'on va en finir avec cette surmédiatisation de quelque chose qui finalement concerne un seul parti, eh bien ça va être à quoi sert-on ? Bon. C'est ça qui doit se poser. C'est quand même un exercice démocratique, cette primaire. Vous n'arrêtez pas de la critiquer depuis tout à l'heure. Mais c'est pas constitutionnalisé, la primaire. Non, certes, enfin bon. Mais chaque parti ou chaque mouvement peut regarder la manière dont il va désigner son candidat. Mais vous ne pensez pas que vis-à-vis de 1,5 million, 1,6 million personnes, tout d'un coup, cela donnerait une légitimité. Je vous rappelle que 1,6 million personnes, c'est à peu près 2-3% de l'électorat. Donc, mais le Parti socialiste vous répond qu'au moins eux ont cette légitimité-là d'1,5 million. Non, le Parti socialiste a choisi ça. Vous savez que nous, les primaires, nous n'aimons pas cette méthode importée des États-Unis qui, quelque part, correspond à quelque chose qui n'existe pas en France, n'existera pas fort heureusement, qui est le bipartisme. Voilà. Bon. Et aux États-Unis, en plus, non seulement ça correspond au bipartisme, mais à cause des primaires, ça a été Mme Clinton qui a gagné au lieu de M. Sanders, et qui, du coup, Mme Clinton a été battue par M. Trump, alors que M. Sanders aurait très certainement pu gagner. Donc, nous ne croyons pas à cette espèce de machine, qui est une machine très souvent censitaire au niveau électoral. C'est souvent les catégories sociales, professionnelles, j'allais dire, les plus élevées qui vont voter, donc qui renforcent un côté censitaire. Nous n'y croyons pas. C'est notre droit. Bon. Et manifestement, sans passer par une primaire, M. Mélenchon, par exemple, montre qu'avec une plateforme sur laquelle il y a 200 000 signataires, des milliers de groupes d'appui, le fait de faire une campagne avec des réunions où il y a des milliers et des milliers de personnes, eh bien, qui se traduit aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, on peut aborder démocratiquement le premier tour des élections sans passer par la case primaire. Les primaires, voilà, chacun choisit. Nous n'avons pas choisi, France Insoumise, le mode des primaires, et je ne crois pas que ça enlève un caractère démocratique à Jean-Luc Mélenchon. C'est le suffrage universel, la démocratie. Le premier secrétaire du PS, lui, évidemment, s'est félicité de la bonne tenue de cette primaire. Il était interrogé par Philippe Morand il y a quelques instants. Écoutez.